Bonjour à tous et bienvenue sur Spot, la web TV de Sinopia et WeDoBiz. Pour animer ce plateau aujourd'hui avec moi, Laura Chauve de Sinopia. Bonjour Laura. Bonjour. Alors Laura, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qu'on évoque beaucoup ces derniers temps, la RSE. Certains la qualifient de poudre aux yeux, d'effet de com', mais d'autres pensent au contraire qu'il s'agit d'un véritable changement de paradigme dans la stratégie des entreprises. Et parmi eux, Paola Fabiani. Paola Fabiani, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes présidente et fondatrice de Wisecom, des centres d'appel en plein cœur de Paris, et également présidente du COMEX 40, du MEDEF, et aussi depuis peu administratrice de Sinopia. Donc, j'imagine que vous avez beaucoup de choses à nous dire sur le sujet. Déjà, pour commencer, quelles leçons peuvent tirer les entreprises de la crise actuelle et quelles tendances se dessinent? Disons que pour moi, la crise actuelle fait émerger quatre grandes tendances. Alors, le Covid, pour moi, n'est pas une révolution, mais un accélérateur. Ce n'est pas un game changer, comme on dit, mais il a accéléré des tendances qui étaient déjà un peu finalement dans les cartons et qui se sont marquées de façon beaucoup plus importante. Alors, je vais prendre quatre prismes qui, pour moi, finalement, se rejoignent tous. Le premier prisme, c'est effectivement celui avant tout du citoyen. C'est-à-dire que je pense que le Covid a accéléré la tendance du citoyen de consommer engagé. Finalement, déjà avant, on sentait cette influence avancer, ce côté éthique apparaître, ce côté finalement à consommer devient presque entre guillemets un acte politique. Mais là, le Covid l'a clairement marqué et l'a clairement tamponné. Donc finalement, le citoyen maintenant, à travers ses actes de consommation, on veut deux choses. La première, c'est déjà se protéger. Il a pris conscience aussi de sa santé, de son bien-être. Donc on le voit beaucoup sur les produits sanitaires, sur les produits alimentaires, on voit aussi toute cette volonté d'aller consommer bien, consommer durable, consommer proche, et puis cette volonté aussi de consommer éthique. Donc ça, qu'est-ce que ça va faire? Finalement, derrière, en face, forcément, si le consommateur et donc le citoyen va vers ce point, l'entreprise et la marque doivent y répondre. Et donc, finalement, les marques doivent, au-delà de finalement porter une réponse avec une prestation ou un produit, doivent aussi montrer qu'à travers cette prestation, ce produit, elles vont leur donner du sens. Elles vont leur donner un vrai sens éthique, un vrai sens engagé. Et puis, par ailleurs, le Covid a vraiment fait, quelque part, c'est l'avènement, parce que ça existait déjà avant, de l'entreprise citoyenne. C'est-à-dire qu'aux yeux du grand public, on a vu que l'entreprise n'avait plus uniquement un rôle économique et financier, mais aussi avait un rôle social et sociétal. Et ça, de tous les types d'entreprises qui existent, que ce soit les petites qui, à leur niveau, ont fait des actions pendant cette crise. Pourtant, c'est dur, la crise est toujours présente, c'est dur, tout le monde doit se battre, mais pour autant, chacun a essayé de mettre sa petite pierre à l'édifice. On l'a vu chez les très grands, chez les moyens, chez les petites. Et ça, c'est une autre tendance forte. Et puis, enfin, finalement, dans tout ça, il y a le salarié. Et puis, le salarié, qui est aussi à la fois un citoyen, un consommateur, qui a un peu tous ses rôles. Le salarié, ce qui change, ce qui était déjà encore une fois en cours de changement, mais qui est encore plus, on parlait de la génération Y, on parlait de tout ça, mais qu'il est beaucoup plus majoritairement maintenant, c'est qu'effectivement, le salarié, il veut à la fois travailler dans une entreprise dans lequel il fait quelque chose, bien sûr, qui lui plaît dans la mesure du possible, bien sûr aussi pour vivre et survivre économiquement, mais aussi et surtout qui a du sens. Donc il y a quelque part ces quatre aspects qui sont à prendre en compte. Je le développais j'ai fait un livre qui s'appelle Le savoir n'est plus le pouvoir en 2018 et on sait qu'avec la révolution de l'IA, il y a plus de 35% des métiers qui vont disparaître dans les 10 ans et 40% qui vont se créer. Et donc, on voyait déjà finalement l'émergence de ce nouvel axe, de cette valorisation du talent qui, pour moi, est essentiel. Le talent humain n'est pas incompatible avec l'IA, au contraire, il est complémentaire. Je pense qu'en fait, cette crise va accélérer ces quatre tendances. Et justement, vous parlez de ce nouveau consommateur qui veut s'engager de manière plus politique, plus éthique, et pourtant il y a quand même une vraie schizophrénie entre cet engagement, ces nouvelles responsabilités et le fait qu'il continue à acheter sur Amazon et commander sur Amazon. Alors comment gérer cette schizophrénie? Alors, je pense que le consommateur prend rapidement les usages qu'on lui donne. On l'a vu encore une fois pendant cette crise. On a vu notamment avec la transformation du mode de consommation alimentaire, la restauration, du click and collect, tous ces usages qui finalement étaient juste émergents avant le Covid. Donc finalement, le consommateur, à la fois, il a cette volonté de consommer engagé, de consommer mieux, de consommer bien, et en même temps, il a envie d'avoir, quand il veut, au moment où il le veut, le produit ou la prestation. Et ça, finalement, ce n'est pas antinomique. C'est deux tendances qui se rejoignent à un moment. Et effectivement, Amazon était un des premiers à pouvoir y répondre. Ils étaient là depuis longtemps. Donc forcément, il a consommé Amazon, puisque le consommateur ne s'est pas dit Amazon, ce n'est pas éthique. Il s'est dit, je veux ça tout de suite. Donc il Et a vous pris pensez que Amazon. les entreprises doivent justement aujourd'hui répondre à cette demande d'instantanéité?
Alors, il faut qu'effectivement l'ensemble des secteurs d'activité mutent et aillent vers cette fameuse transition digitale, transformation numérique dont on entend parler partout. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de moyens qui sont mis dessus. On le voit dans le plan de relance, par exemple. La transformation digitale, c'est un des axes majeurs, en plus du développement durable, etc. Donc, effectivement, tous les secteurs et tous les types d'entreprises doivent s'approprier cette transformation. Certains l'ont déjà beaucoup fait, quoi. Moi, j'admire vraiment les restaurateurs, encore une fois, dans une crise qui est quand même très, très dure pour eux, qui arrivent à se transformer et essayer d'offrir autre chose, donc qui font preuve d'une agilité, et on le voit dans notre quotidien. Et ben, je pense que ce mouvement va s'intensifier encore plus, et finalement Amazon deviendra à terme, je l'espère, une offre parmi tant d'autres. Et justement, en parlant de cette transformation numérique, est-ce que la souveraineté numérique doit faire partie de la responsabilité sociale des entreprises? Alors, la souveraineté numérique, c'est un enjeu majeur. La data, c'est l'influence d'aujourd'hui et de demain. Alors, petite anecdote, WhatsApp a été racheté par Facebook au prix de Sony Music. Donc, on voit bien, et WhatsApp n'a pas un modèle économique et financier clair comme peut l'être Sony Music. Il y en a un autre. Donc, on voit bien que finalement, l'économie d'influence, c'est l'économie d'aujourd'hui et celle de demain. Celui qui possède la data possède le pouvoir. Et donc, oui, tout le monde doit prendre conscience des enjeux d'hébergement et de possession de la data et de maîtrise de sa data. Donc oui, évidemment, les entreprises doivent prendre conscience de la souveraineté numérique. La souveraineté numérique, c'est d'avoir finalement la main sur ses propres données et qu'elles ne soient pas hébergées ailleurs, notamment dans un autre pays. Il faut savoir quand même que 70% des données sont hébergées chez les GAFA, en France, hein, pour information. Donc il y a une vraie transformation à faire. Mais après, tout ne peut pas être fait en même temps. Ouais, mais justement, ça a commencé avec la RGPD aussi pour commencer à contrôler. Est-ce que la RGPD est suffisante aujourd'hui? Moi, je crois profondément à la prise de conscience et au libre arbitre. Donc, la prise de conscience, le libre arbitre aussi, y compris des entreprises, qui savent, et on le voit encore dans cette crise, qui savent réagir et qui essayent d'être agiles et d'aller vers, mais elles ont plein de contraintes, et puis là, c'est pas évident. Et puis, en même temps, cette prise de conscience, je pense qu'ils sont en train de la faire, ils la font, mais après, effectivement, faut la mettre en œuvre progressivement en fonction de son environnement, et on ne peut pas dire qu'on soit dans un environnement contextuel très simple. Après, je pense que effectivement, elles vont migrer parce que clairement, il y a un intérêt économique fort et il y a un enjeu par rapport à ça. Donc, il n'y a aucune raison que ça ne se fasse pas progressivement. Par contre, peut-être qu'il faut quelques accélérateurs. Et justement, quelles seraient les solutions ou recommandations pour que les entreprises soient plus sociétales, citoyennes et vertes? Parce qu'il y a le numérique, il y a les données, mais il y a aussi tout l'aspect écologique du monde numérique. Quelles sont vos recommandations ou solutions? Alors, solution, je ne sais pas si j'ai une solution. Recommandation, je pense que déjà, chaque entreprise sait ce qu'il faut et ce qu'elle fait. Et voilà. Et puis, chacun a un environnement contextuel actuellement qui n'est pas le même, déjà. Après, je pense qu'il y a d'abord l'envie. Ça, c'est le premier point. Mais ça, ce n'est pas que pour les entreprises. Hein. On parle des citoyens, on parle des salariés, on parle des humains. C'est d'abord l'envie. Donc, je pense qu'il y a cette prise de conscience. L'envie passe par la prise de conscience. Et donc, je pense qu'elle est en train de se faire. Donc, ça, c'est une très bonne chose. Après, je pense aussi que basiquement et tout simplement, ce qui se mesure s'améliore. Donc en fait, finalement, le premier step pour pouvoir trouver les solutions, c'est déjà de savoir où on en est et puis déjà de pouvoir mesurer où est-ce qu'on se positionne dans justement cette démarche environnementale, sociale, sociétale, écologique en tant qu'entreprise. Et à partir du moment où déjà on aura pu le mesurer, après on peut définir des axes d'amélioration, voire même constater qu'on est déjà très bien positionné en fonction. Et après, je pense que chacun ensuite ira à son rythme en fonction de son contexte et son secteur d'activité et son contexte économique. Oui, vous parlez d'un outil du coup de gouvernance qui pourrait orienter l'entreprise et la place de l'homme justement là-dedans, avec l'intelligence artificielle, les bots et autres, comment? Alors, c'est deux questions. La place de l'homme, pour moi, elle est essentielle. C'est effectivement, pour moi, on a très peur de cette intelligence artificielle, justement. Alors, elle peut se figurer à travers des bots, à travers la data, hein, parce que la data, le big data et le deep learning, c'est aussi de l'IA, l'IoT, les objets connectés. Donc, il y a plein de variantes. On en a peur, c'est normal, parce qu'en fait, l'intelligence artificielle, il faut bien voir que c'est une des plus grandes révolutions après Gutenberg. Hein. Gutenberg, c'était l'imprimerie, si ça remonte un peu. Là, c'est voilà. Et donc, effectivement, l'intelligence artificielle remet en question l'accumulation du savoir, puisque finalement, elle saura peut-être mieux que l'homme lui-même. Mais pour autant, l'homme a quelque chose pour moi, dont je suis convaincue, et c'était l'objet de mon livre, qui ne pourra pas être remplacé par l'IA, ce qui s'appelle le talent. Alors, on connaît tous le talent artistique, puisque ça nous vient tout de suite à l'esprit, mais il y a plein d'autres formes de talent que l'homme développe, que ce soit le talent aventurier, par exemple, relationnel, émotionnel, la capacité à fédérer,
la capacité à innover, tout ça, ce sont des talents. Et je pense qu'effectivement, la place de l'homme par rapport à ça, dans un monde qui s'orienterait beaucoup plus vers les talents, est tout à fait là, est tout à fait présente, et il n'a pas à en avoir peur de l'IA. À mon sens, il faut plutôt embrasser cette révolution plutôt que la fuir, parce que de toute façon, elle arrive, hein, on le voit bien. Et justement, comment embarquer les petites entreprises qui aujourd'hui, enfin, que ce soit en matière de transformation numérique, d'IA et même enfin, de RSE, sont complètement enfin, à la traîne et même n'ont pas les moyens, surtout dans ce contexte, de pouvoir opérer ces changements? Alors, je ne sais pas si j'ai la solution pour embarquer tout le monde. Honnêtement, voilà. Je peux juste te dire que déjà, je pense que les petites entreprises, alors nous, on est une PME, on n'est pas TPE, mais c'est vrai, mais on est une PME. Effectivement, je pense qu'elles ont une conscience du quotidien qui est très importante. Moi, j'appelle ça le bon sens paysan. J'aime bien cette logique dans un côté valorisant. Et donc, je pense que les TPE, les PME, elles ont ce bon sens. Après, effectivement, il faut leur proposer des moyens de simplification. Parce que ce qui leur manque, c'est le temps. La grosse différence, alors au-delà de l'argent, bien sûr, mais on parle souvent d'argent. Donc, je ne vais pas revenir sur l'argent parfois, on met de l'argent avant le temps. Mais ce qui est la valeur la plus importante dans une entreprise, à mon sens, c'est le temps. Et donc, effectivement, il faut faciliter, fluidifier, raccourcir, simplifier, mettre à disposition de toutes ces entreprises, et là, je parle de TPE, PME et ainsi que les ETI, ce temps de façon à ce qu'elles aient moins de complexité à accéder à une RSE meilleure, à de l'IA beaucoup plus utilisée, à la connaissance de la transformation digitale et de la souveraineté numérique, etc. En fait, il faut faciliter les choses. Pour moi, c'est un des leviers. Je ne sais pas si c'est la solution, en tout cas, je pense que c'est une des solutions. Bien sûr. Et donc, est-ce que c'est dans ce sens que vont les actions du COMEX 40? Quels sont vos principaux sujets de discussion? Alors, le COMEX 40 du MEDEF, déjà, c'est une organisation non statutaire attachée à la présidence du MEDEF qui est initiée il y a maintenant plus d'1 an et demi, 2 ans. Ce qui est intéressant, donc ça représente les dirigeants de moins de 40 ans du MEDEF. Ce qui est intéressant, je tiens à préciser sa représentativité, c'est 23 femmes, 22 hommes, plus de 70% des secteurs d'activité représentés, 80% des territoires représentés, et puis une photographie d'écosystème entrepreneurial. Un tiers start-up, TPE, PME, entreprises innovantes, un tiers ETI et un tiers dirigeants de grands comptes ou de CAC 40. Pourquoi faire? Pour faire 3 missions. La première, c'est créer des synergies intra, extra-MEDEF, internationales, avec des ONG, avec des think tanks, avec des politiques, avec des grands patrons, échanger. La deuxième, c'est s'auto-saisir ou être saisi sur des sujets d'actualité. Et puis enfin, la troisième, c'est de réfléchir, et c'est à mon sens la mission la plus importante, sur les grands enjeux sociaux et sociétaux qui vont impacter nos entreprises aujourd'hui et demain. Alors, on a été créé un peu juste avant le Covid. Donc, du coup, on a eu des enjeux, là, on a beaucoup réfléchi. Moi, j'admire en fait les membres et je suis vraiment très fière de ce qu'ils font parce que voilà, ils ont pu réfléchir en même temps en travaillant dans leurs entreprises, en essayant d'accélérer les choses. On a plusieurs sujets. Les 2 premiers sujets, la première année était la remise en question de la démocratie et les flux migratoires. Cette année, les 4 sujets sont le flex working, au sens large, c'est-à-dire les nouveaux usages de travail, pas uniquement le télétravail, mais tous les nouveaux usages qui émergent, hein, puisqu'il y a plein de possibilités. Le deuxième étant la transition professionnelle. Alors, on en parlait avec l'intelligence artificielle, évidemment, on parle de transition pro, mais on en parle encore plus avec le Covid. La transition professionnelle et la fluidité de l'emploi, un vrai sujet. Le troisième, c'est la RSE et l'anticipation du risque. En quoi la RSE peut permettre d'être plus résilient dans les crises, très concrètement, et mieux peut-être les anticiper. Il y a un lien comme par rapport à ce qu'on s'est dit. Et puis enfin, le quatrième, c'est l'alter-croissance, comment justement mesurer et le partage de valeur, la performance extra-financière. Voilà un peu les enjeux. Donc, on travaille sur des livrables, sur un certain nombre d'éléments. On auditionne différentes personnes et le but, c'est que on vienne challenger et inputer le MEDEF avec nos travaux sur ces sujets. Et justement, est-ce que vous prenez en compte la place des jeunes, cette génération qu'on appelle sacrifiée face au Covid? Quelle est l'importance que vous lui donnez ou la place, en effet? Alors, moi, j'aime pas du tout le mot sacrifier. Honnêtement, voilà, je suis profondément optimiste, donc sacrifier, c'est pas un truc qui me plaît. Maintenant, oui, il faut la prendre en compte. Quand on parle de transition pro, quand on parle de fluidiser de l'emploi, quand on parle de formation, on est en plein dedans. Alors, de là à dire qu'on a la solution, je ne sais pas, encore une fois, on essaye d'y réfléchir et d'apporter notre petite pierre à l'édifice. Après, par contre, oui, clairement, pour nous, déjà, dans nos membres, je crois que le plus jeune doit avoir 25 ou 26 ans, donc on n'est pas très loin de ces jeunes.
Et puis au final, évidemment, on est obligé de la prendre en compte, cette place. Elle est essentielle, et puis elle va déterminer aussi notre avenir à tous, quoi. Donc oui, on la prend en compte dans une réflexion globale, évidemment, parce qu'on voilà. Est-ce que justement au niveau de vos discussions, vous parlez justement du fait de onboarder un peu les jeunes dans tous ces métiers? Est-ce que est-ce qu'il y a des formations est-ce que le principe de formation est vraiment mis en avant dans vos discussions? Alors, moi, je vais prendre ma deuxième casquette, si je peux me permettre, pour répondre à ce point. Donc voilà, j'ai monté Wisecom, son des centres d'appel dans Paris. Donc évidemment, on est beaucoup dans un métier de formation et d'accompagnement des jeunes, parce qu'on a beaucoup de jeunes par essence, de par notre métier. Et je pense qu'effectivement, toute la réflexion, pour moi, la réflexion, elle est triple. Elle est d'abord, effectivement, comment attirer les jeunes à différents métiers. Ça, c'est quand même l'attractivité. Il y a effectivement d'un côté tous les métiers qui sont saturés, que les jeunes aimeraient faire. Et puis de l'autre côté, il y a tous les métiers qui sont en demande. Par exemple, on l'a beaucoup étudié, notamment dans notre premier sujet que je vous ai cité lors du COMEX, mais voilà, qui sont en demande. Comment attirer cette activité et finalement comment rapprocher à la fois trois entités, le système éducatif, l'entreprise et le jeune. Parce qu'ils n'ont pas forcément les mêmes façons de communiquer à ce jour, ils n'ont pas forcément les mêmes supports, mais pour autant, le but est là, c'est de trouver des emplois aux jeunes et en même temps de faire développer nos entreprises. Donc ça, c'est un premier enjeu pour moi. Deuxième enjeu pour les jeunes, c'est l'onboarding. C'est-à-dire que finalement, maintenant, on est dans beaucoup de métiers, pas tous, mais dans beaucoup, totalement à distance. Depuis quasiment presque un an, 9 mois, on est dans des relations 100% distance. Comment finalement à la fois transformer nos entreprises, et moi je le vois, j'en discute énormément avec ma DRH et on a essayé de mettre en place pas mal de choses par rapport à ça, pour que finalement on puisse onboarder, c'est-à-dire recruter, tester, faire toute la partie recrutement, puis ensuite finalement toute la partie formation, puis comment finalement on transmet les valeurs de l'entreprise, et pas aux jeunes et aux moins jeunes pour le coup, lors de cet onboarding. Et ça, c'est un sujet. Alors, je ne le réduis pas forcément aux jeunes, hein. Je l'agrandis, c'est finalement comment, dans ce contexte-là, on arrive à maintenir le lien, que ce soit au niveau de l'onboarding, puisqu'on parle beaucoup de transition, de formation, etc., mais que ce soit aussi dans l'entreprise. Il y a un point que je n'ai pas dit qui me semble important, c'est que le Covid, moi j'aime bien dire ça, c'est un super crash test de la culture et des valeurs des entreprises. Parce que finalement, on a tous beaucoup dit, surtout à notre génération, la culture, les valeurs de notre entreprise. Mais finalement, quand on est tous à distance, qu'on ne se voit plus tous les jours et qu'on n'a plus ce côté, on partage, on sympathise, finalement, tout ce qui n'est pas écrit, cette communication non verbale, finalement, comment la culture et les valeurs d'entreprise perdurent. Et je pense que ça touche toutes les générations et notamment les jeunes. C'est-à-dire que ça les touche à la fois pour la partie en quoi je vais m'investir, où vais-je faire des études, qu'est-ce qui va m'arriver à la sortie des études, mais ça touche aussi les entreprises, comment je vais parler à des populations différentes, d'une façon différente, et avec ce média qui est la relation à distance. Et avec vos deux casquettes, est-ce que vous avez vu des innovations dans vos deux mondes, justement, qui vont peut-être rester, des innovations dans les modèles ou les formes de travail, ou des innovations dans les formes de consommer, d'un point de vue client ou entrepreneur? Quelles sont ces innovations-là et est-ce qu'elles vont rester, vous pensez? Alors, encore une fois, je ne sais pas si c'est une innovation. Je pense que c'était déjà sous-jacent, mais ça n'avait pas émergé. C'était une tendance et cette tendance s'est transformée et s'est avérée, entre guillemets. Alors oui, je pense, pour répondre à votre question, oui, dans les différents modèles, il y a des choses qui vont rester. Déjà, ce qu'on fait là aujourd'hui, ça aurait été impossible il y a un an. On ne l'aurait même pas imaginé. Une télé en visio, voilà, donc déjà, je pense que voilà, on est déjà le parfait exemple que ça reste un peu. Après, je dirais que oui, nous, on est vraiment à la croisée des chemins entre finalement le digital et l'humain. On est un centre d'appel, donc par exemple, une tendance qui a émergé, j'espère qu'elle va rester, c'est finalement, on voyait tous ce centre d'appel, pas moi, mais avant le confinement, comme un truc horrible qui vous dérange le soir chez vous quand vous n'avez pas envie de répondre au téléphone, en synthèse. Et bien, le centre d'appel est devenu, pendant le premier confinement et continue à l'être pour le coup, le lien social. Ça a été finalement un avènement, une transformation de la vision de ce métier. Et les personnes, nous, on l'a ressenti, nos équipes l'ont ressenti très fortement. C'est-à-dire que finalement, on n'était plus dans une démarche, on dérange les gens, même si ce n'est pas forcément ce qu'on fait, on ne fait pas forcément de prospection chez les particuliers le soir, mais pour autant, les gens, les consommateurs, les prospects, tous, ont vu dans le centre d'appel un lien d'humanité, un lien social qui pouvait continuer à exister. Ça, déjà, c'est une première transformation.
Alors après, c'est toujours pareil avec l'homme, combien de temps ça dure, ça on ne sait pas, mais en tout cas pour l'instant c'est présent. Je pense que ce qui a été aussi très transformé, c'est de passer de la relation physique à la relation à distance. Ça, on le voit dans tous les secteurs. Je pourrais sortir un certain nombre d'exemples, mais on le voit que ce soit dans l'automobile où maintenant on peut envisager, et nous on fait des actions avec les constructeurs sur l'achat de voitures 100% à distance. On n'aurait jamais imaginé, il y a 2 ans, pouvoir acheter sa voiture sans l'avoir testée en amont et ainsi de suite. Là, il y a des achats de voitures qui se font. Je pense que ce type d'usage, et il y en a plein d'autres, vont perdurer. C'est-à-dire qu'il va y avoir vraiment ce qu'on appelle, nous, le multicanal, avec toujours cette logique, et on en revient à la première question, le consommateur va vouloir consommer quand il le veut, comme il le veut. Donc, il va y avoir l'avènement de ce qu'on appelle le self-care, c'est-à-dire le consommateur qui se sert lui-même, parce que parfois, le soir, la nuit, il veut pouvoir se servir. Il va y avoir effectivement le consommateur qui veut aller en boutique parce qu'il veut un lien, il veut un lien physique, mais à un moment T. Mais pour un autre produit, il ne le voudra peut-être pas forcément, pour un autre moment, il ne le voudra pas. Il va y avoir effectivement une transformation de la relation à distance et notamment de la montée en puissance des centres d'appel qui vont monter en gamme, à mon sens. Justement, en parlant des centres d'appel, le vôtre est localisé en France. Justement, est-ce que c'est un choix qui est délibéré justement pour garder du lien dont vous parliez tout à l'heure? Alors, le nôtre, il est localisé en France et j'ai un ami, il est localisé à Paris. Alors, pas que Paris est mieux, mais il est localisé en plein cœur d'une grande ville. Et effectivement, en 2005, quand on a pris le contre-pied du marché, parce que 2005, c'est l'apogée de la délocalisation en offshore, Afrique du Nord, Madagascar, comme tout le monde imagine. Nous, quand on a créé Wisecom avec mes associés, on a pris le contre-pied du marché. On s'est dit, tiens, on va se créer en plein cœur d'une grande ville, on va essayer de prouver qu'un autre modèle existe. Nous, notre volonté, c'est vraiment de baser notre centre sur la qualité et le talent. Alors, on n'appelait pas ça talent en 2005, mais le talent maintenant, ce qu'on appelle les soft skills des hommes. C'est-à-dire qu'on est convaincu que tout ce qui va pouvoir être automatisé, répétitif, sans valeur ajoutée, va être fait par de l'IA, du bot, etc. Mais par contre, là, on aura vraiment besoin d'un lien avec la marque et d'un lien humain pour une vraie problématique, un vrai conseil, un apport. Là, l'humain va avoir toute quelque part sa valeur ajoutée et va pouvoir apporter le petit plus essentiel à toutes les marques. Donc voilà un peu notre positionnement sur la partie centre d'appel. Et effectivement, quand on revient aux usages, effectivement, avec l'évolution des usages, on se rend bien compte que notre métier est en train d'évoluer. Nous, on est assez contents parce qu'on s'est positionné assez tôt sur les talents. Mais là, effectivement, on est en train de monter en gamme. C'est très bien pour nos équipes parce qu'on est en train de les faire évoluer progressivement. Alors, c'est step by step, mais dans une logique de conseil, dans une logique où il y a une dimension beaucoup plus importante que le simple « à quelle heure vous êtes ouvert, j'ai perdu ma livraison » et ainsi de suite. Et je pense qu'effectivement, c'est l'avenir. Ça, c'est un des usages qui restera. Et puis après, pour répondre à l'autre point sur l'usage, au niveau du Comex 40, par exemple, oui, effectivement. Alors, nous, naturellement, on est un peu plus digital native. Donc, forcément, on faisait pas mal de choses déjà en conf, en visio et ainsi de suite. Mais là, vraiment, on a réussi à faire des plénières à plus de 45, 100% en visio, où tout le monde peut participer. Quand on est 45 derrière un écran, c'est pas... Et tout le monde a réussi à participer. Ça, c'est des choses, à mon avis, qui vont rester. On est sur tout le territoire, donc on est sur toute la France, comme on le citait. Ça permet une mobilité. Là, on fait des formations mixtes, donc c'est vraiment très intéressant. Mixtes dans le sens où il y a des personnes en présentiel et d'autres en distanciel. Alors, effectivement, il faut que ça s'améliore, ça se combine, et puis il ne faut pas perdre ce lien. Moi, je crois que c'est un mix. La solution, elle n'est pas unique. On n'est pas 100% digit ou pas. Le digital, c'est bien, la visio, c'est bien. Mais par contre, ce qui restera aussi, c'est qu'on a vraiment besoin de se voir et on le sent, quoi. Je pense que tous dans nos cercles privés ou professionnels, on sent ce besoin aussi d'échanger avec un humain en face à face et puis de discuter, de prendre l'apéro et ainsi de suite, quoi. Donc voilà. Donc, humain et digital, le combo gagnant. Merci à Madame Fabiani pour cet éclairage. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve le mois prochain sur Spot. À très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.